bienvenue à ce nouveau webinaire du Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante. En abrégé, c'est le CRIFPE. Je suis le directeur du CRIFPE et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir le professeur Bruce Maxwell. Je vais le présenter sommairement et par la suite, Bruce va prendre à peu près 30 à 35 minutes pour présenter son sujet, c'est-à-dire comprendre et aborder la compétence éthique dans la formation des enseignants. Et finalement, après sa présentation, vous aurez l'occasion de poser des questions. Je vous informe que les questions doivent être posées dans Zoom là, via le mode que vous trouvez en bas qui s'appelle Q&R, donc questions et réponses, et non pas par le petit mode qui s'appelle discuter. Vous avez bien sûr le droit de faire des commentaires. Je vous invite, là, si vous souhaitez faire des commentaires, dans la fonction discuter. Mais pour les questions, je vous demande toujours de passer par la fonction Q&R, questions et réponses. Donc, Bruce, c'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Bruce a fait ses études doctorales à l'université de Münster, en Allemagne. Il a par la suite effectué un stage postdoctoral en éthique au Centre de recherche en éthique de l'Université de Montréal, qui est un centre, un des plus importants au Canada dans le domaine de l'éthique. Il est aujourd'hui professeur agrégé en droit scolaire à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal. Bruce intervient dans la formation des futurs enseignants et enseignantes, mais aussi des dirigeants scolaires, des cadres scolaires, les directions d'établissements, etc., sur les thèmes du droit à l'éducation, l'éthique professionnelle et l'histoire des idées éducatives. Éthicien et philosophe de formation en éducation, les grands thèmes de ses activités de recherche sont depuis plusieurs années le droit scolaire, le développement éthique dans les professions et les questions éthiques et juridiques en éducation. Donc, c'est un plaisir aujourd'hui pour moi et pour vous d'accueillir Bruce Maxwell. Donc, je vais maintenant lui céder la parole. Bruce, c'est à toi. Merci d'avoir Merci. Et ça me fait plaisir. Merci, Maurice, pour cette introduction. Donc, comme l'indique le titre, donc le sujet de ma présentation aujourd'hui, ça va être donc la nouvelle compétence en éthique qui balaie sa formulation dans de nouveaux référentiels. Donc, mais avant d'aller au vif du sujet, soit une étude comparative entre la formulation de la compétence éthique de l'ancien référentiel et donc la formulation en lien avec la compétence éthique de nouveau référentiel, je vais vous mettre en contexte un peu. Et là, en ce faisant, je vais avoir l'occasion de parler un peu de mes recherches antérieures que j'ai effectuées à partir de, je dirais, 2013, sur différents enjeux en lien avec la formation en éthique dans la formation initiale des enseignants. Donc, je vais commencer par faire un résumé très bref d'un sondage que j'ai effectué entre environ 2013 et 2016 qui donne un portrait international de la formation en éthique dans l'enseignement ou pour les futurs enseignants. Après ça, je vais présenter qui sont selon moi les trois grands défis de la formation en éthique dans la formation initiale des enseignants. Par la suite, donc, à partir d'une analyse que j'ai effectuée des écrits scientifiques avec Marina Schwimmer il y a quelques années maintenant déjà, donc, je vais présenter les tendances actuelles en éducation à l'éthique pour les enseignants. Et ça, c'est l'entrée en matière. Et ensuite, les parties 4, 5 et 6. Donc, je vais présenter cette analyse ou étude comparative des deux formulations de la compétence éthique et suggérer des pistes pédagogiques en lien avec le contenu et l'approche générale. Et là, ça va être suivi comme Maurice l'a indiqué, une période de questions et de discussion. Donc, comme je disais, c'est ça. Donc, entre 2013 et 2015, donc, j'ai effectué
une analyse, pardon, un sondage sur la formation en éthique dans la formation initiale des enseignants, avec des partenaires et dans 5 pays différents. L'Australie, le Canada, l'Angleterre, les Pays-Bas et les États-Unis. Donc, on a sondé environ 1000 formateurs des enseignants, donc dont la moitié étaient ceux qui étaient impliqués directement dans l'enseignement de l'éthique pour les futurs enseignants, et l'autre moitié était des administrateurs, donc des directeurs, directrices d'unités académiques, directeurs de programme, directeurs de département, voilà. Donc, il y avait deux volets du sondage. Donc, il y avait un questionnaire en ligne à envoyer aux participants. L'autre volet était une analyse manuelle du contenu des programmes de formation. Donc, on est allé chercher les informations sur la structure des programmes de formation en enseignement qui étaient disponibles sur le web principalement, dans le but de comparer donc, les résultats du sondage, donc, du questionnaire, avec les informations disponibles publiquement sur le programme de formation. Donc, juste pour, enfin, les buts, l'objectif de cette recherche était double. Enfin, premièrement, on voulait, il y avait dans les écrits scientifiques qui étaient publiés, qui donnaient le contexte du sondage, il y avait, je revenais souvent sur les commentaires selon lesquels la formation des enseignants était passée à côté du dit boom éthique de l'enseignement supérieur. Donc, pour ceux qui ont été dans le monde universitaire depuis quelques décennies déjà, comme moi, sauront qu'à partir des années 90, je dirais, il y avait une mouvance en lien avec la formation à l'éthique dans plusieurs programmes de formation, notamment dans les professions. Et déjà, à partir du milieu des années 2000, donc, il y avait cette perception que l'enseignement, que ce mouvement n'avait pas eu beaucoup d'impact sur les structures des programmes en enseignement. Donc, on voulait examiner, c'est souvent spéculatif, mais là, donc, le but du sondage était d'aller voir si on pouvait trouver des preuves, donc, pour suggérer d'une manière ou une autre que la formation initiale des enseignants est passée à côté du boom éthique de l'enseignement supérieur. L'autre aspect du sondage, c'était qu'on voulait sonder les perceptions des formateurs d'enseignants, donc les responsables de cours et les administrateurs, concernant la formation en éthique pour les enseignants. Donc, selon eux, quels étaient les visées les plus importants, quelle était la place d'une formation en éthique dans le contexte d'un programme de formation d'enseignants, etc. Et donc, pour les fins du sondage, on a adopté une définition très large d'un cours d'éthique. Donc, c'est un cours ayant comme sujet l'éthique, la moralité ou les valeurs en enseignement. Donc, voici quelques résultats. Donc, c'est les résultats de la fréquence d'un cours lié à l'éthique qui est obligatoire par programme. Donc, il y a juste 3 pays qui sont représentés sur cette diapositive, et les raisons pour ça, c'est parce que dans les autres pays, donc l'Angleterre, Pays-Bas, les informations concernant les programmes n'étaient pas disponibles publiquement. Donc, vous voyez que le Canada se distingue par la fréquence relative d'un cours d'éthique en enseignement. À peu près 42% des 122 programmes sondés avaient un cours d'éthique dans le dit tronc commun des cours obligatoires des programmes. Donc, que ce soit le programme
d'enseignement primaire, secondaire, évaluation scolaire, maîtrise d'enseignement. Donc, la fréquence était moins élevée aux États-Unis et en Australie. Voici des résultats sur les perceptions et des formateurs et des administrateurs concernant les visées d'un cours d'éthique pour les enseignants. Donc, je ne vais pas commenter tous ces résultats, mais parce qu'il y en a beaucoup, mais je tiens à juste mentionner que ces objectifs, donc l'énoncé des objectifs, étaient tirés d'une analyse des écrits scientifiques, donc les commentaires sur le but, l'objectif, les visées d'un cours d'éthique pour les enseignants. Donc, on a rassemblé tous ces différents points de vue qu'on a trouvé dans les écrits scientifiques pour dresser cette liste. Et là, si vous voyez, les résultats donnent vraiment l'impression que le type de cours priorisé par ceux qui sont dans le domaine de la formation des enseignants, c'est vraiment un cours qui vise le développement des capacités, des compétences éthiques des futurs enseignants. Et ce n'est pas un cours, donc le type de cours priorisé, ce n'est pas un cours théorique. Okay, donc, les visées les moins populaires, en quelque sorte, en bas de la liste, c'était apprendre à propos des écrits scientifiques sur l'éthique ou philosophiques sur l'éthique en enseignement. Et assez surprenant que la visée la moins appréciée était apprendre les théories de l'éthique normative comme la déontologie et le conséquentialisme. Les participants majoritairement comme indiqué dans le tableau. Donc, favoriser l'idée de sensibiliser, un cours devrait sensibiliser les enseignants aux questions d'éthique en contexte, faire développer le raisonnement moral, aider les étudiants à développer leur propre certaines qualités professionnelles comme l'honnêteté, impartialité, etc. Donc, ce tableau maintenant résume l'aspect comparatif du sondage. Donc, on voulait comparer, pour répondre à la question de savoir si la formation des enseignants est passée à côté du boom éthique de l'enseignement supérieur. Donc, on a comparé, il y avait comme indiqué sur le tableau, donc il y avait au début des années 2000, il y avait pas mal de sondages qui se faisaient dans différents domaines de formation, médecine dentaire, neurosciences, médecine, gestion des affaires, génie, donc qui donnait, qui faisait un portrait de la fréquence d'un cours obligatoire dans tous ces programmes de formation. Les résultats, c'est indiqué dans la troisième colonne. Vous voyez, selon un sondage, ça commence à dater beaucoup maintenant, là, mais à l'époque, 2001, donc 91% des programmes en médecine dentaire aux États-Unis incluaient un cours obligatoire d'éthique pour les futurs praticiens. Donc, ce qui nous intéresse le plus, évidemment, c'est l'enseignement. Notre résultat indique que si c'est 24% environ, si on prend la moyenne entre Canada, les États-Unis, Australie. Ce qui était, c'est un peu ambigu, hein, c'est un peu ambigu, je dirais, mais une chose en termes de réponse à la question. Et c'est aussi, je voulais dire que, étant donné la variabilité entre les différents pays, donc la réponse à la question qui nous intéresse, ça varie énormément de pays en pays. Donc, pour le Canada, je pense que la réponse est effectivement pas vraiment, mais aux États-Unis, probablement que oui. OK. Donc, juste deux dernières diapositives sur ce sondage avant de passer à mon prochain sous-thème. Donc,
la recherche a identifié des tendances potentiellement inquiétantes liées au programme. Premièrement, donc, les résultats ont montré que le plus un programme d'enseignement est spécialisé, moins il a tendance à comporter un cours d'éthique. C'est ça. Donc, à peu près 30% en moyenne, 30% des programmes d'enseignement primaire et secondaire et 25% des programmes d'enseignement, pardon, il y a une petite faute, 30% des programmes d'enseignement primaire et 26% des programmes d'enseignement secondaire comportaient un cours obligatoire éthique par rapport à 8% des programmes de maîtrise d'enseignement. Là, on pourrait dire que ça confirme les réserves exprimées de Maurice dans ses écrits à ce sujet par rapport à la maîtrise qualifiante qui ont tendance à être axée sur donc, la formation en didactique et ont tendance à négliger les cours qui visent plus la socialisation professionnelle des enseignants comme un cours d'éthique, comme un cours qui porte sur l'histoire des idées éducatives. Cela étant dit, l'échantillon était toute petite. Donc, il y avait pour le Canada, on avait sondé juste, à l'époque, il y avait juste 7 programmes de maîtrise qualifiante en enseignement à l'époque, dont 2 incluaient un cours obligatoire d'éthique. Et là, chose intéressante, là, que les deux programmes au Canada qui avaient un cours d'éthique obligatoire en éthique étaient le programme qualifiant à l'Université de Toronto et à l'UQTR, là où je travaillais. Et là, ce résultat ou ce fait s'explique, je dirais, par le fait que moi, j'ai joué un rôle. Je collaborais avec Liliane Portelance à l'époque, là, que certains connaissent, qui développait le programme de maîtrise qualifiante. Et là, j'ai travaillé en concertation avec elle. J'ai essayé de lui convaincre de l'importance d'inclure un tel programme. Et là, elle était d'accord avec moi. Pour ce qui est de l'Université de Toronto, à l'époque, elle a maintenant pris sa retraite, mais Elizabeth Campbell, c'est probablement la plus grande éthicienne en éthique professionnelle en enseignement au Canada qui a aussi joué un rôle central dans le développement de leur programme de maîtrise qualifiante en enseignement. OK. Donc, c'est ça. Donc, concernant la perception des formateurs et des administrateurs quant à une formation en éthique dans la formation des enseignants, donc il y avait presque un consensus selon lequel les contenus du programme sont déphasés par rapport aux convictions des formateurs, notamment, donc qui exprimaient une très grande volonté d'inclure où un tel cours était absent, un cours en éthique dans leur programme de formation. Et donc, presque tous, incluant les administrateurs, elle était en faveur d'inclure ou ajouter un tel cours. Le principal défi d'ajouter un cours, vous ne serez pas surpris de savoir que ça n'a rien à voir avec l'idéologie ou une opposition basée sur des principes en tant que tels ou des perspectives sur ce que devrait comporter un programme de formation en enseignement, mais plutôt le facteur principal était la concurrence avec d'autres contenus. Donc, pour ceux qui ont été impliqués dans un programme donc, dans un comité de développement de programme, il y a toujours cette question de qu'est-ce qu'il faut prioriser. Il faut prendre des décisions difficiles parfois. Donc, voici très rapidement, donc, si vous voulez, donc, les liens vers les publications sont disponibles dans le diaporama. Je peux le faire envoyer à ceux qui voudraient avoir ces références. Les liens donnent accès direct au PDF.
Maintenant, je vais parler des trois grands défis de la formation en éthique dans la formation initiale des enseignants. Ce contenu est, est lié à une recension des écrits scientifiques sur la formation en éthique dans la formation des enseignants, effectuée par moi et Marina Schwimmer en 2016. Donc, on a effectivement, c'était l'article à viser. En fait, l'article prenait comme point de départ le 30e anniversaire de la publication du livre, du manuel le plus important en lien avec l'éthique enseignante, donc le livre de Strike et Soltis. Et donc, on voulait faire tisser un portrait en quelque sorte de comment la pensée, la réflexion, les écrits ont évolué dans le domaine depuis la publication de ce livre marquant. Donc les commentaires que je vais présenter sont, on les a identifiés. Donc, c'était des idées, des réflexions qui revenaient de manière répétée dans ces écrits scientifiques. Donc, un premier commentaire était que donc il y a une sorte de confusion chez les enseignants, mais chez aussi les enseignants, les superviseurs de stage et aussi les formateurs d'enseignants dans les universités et les collèges, une confusion entre être une bonne personne et être un enseignant éthique. Donc, en termes de défis, l'idée, effectivement, c'est que il y en a qui vont dire, ben, ils ont une certaine réserve par rapport à une formation en éthique parce que là, on dirait que ça suggère que si on a besoin de former les enseignants à l'éthique, ça suggère qu'ils ne sont pas des bonnes personnes ou qu'ils ont des mauvaises intentions. Moi, selon moi, c'est une mécompréhension totale du rôle d'une formation en éthique dans un programme de formation. Mais c'est quand même, il y a cet aspect de la culture, de la formation des enseignants qui va à l'encontre de vraiment accueillir, inclure une formation en éthique. Deuxième défi, c'est qu'il y a une très, très grande divergence. Et là, je parle maintenant notamment des formateurs, des enseignants, des conceptions divergentes et souvent axées sur une perspective idéologique sur ce que devrait être une formation en éthique. Donc, il y a trois grandes écoles de pensée. Premièrement, il y a ceux qui croient qu'une formation en éthique devrait être axée sur les enjeux de justice sociale, donc conscientiser les futurs enseignants aux enjeux en lien avec la justice sociale. Deuxième conception, vraiment axée sur le rôle de moralité exemplaire des enseignants. Donc, lié donc, à cette idée selon laquelle l'un des rôles professionnels les plus importants que joue l'enseignant, c'est de modéliser le comportement éthique, donc être de bons citoyens pour les élèves. Donc, c'est ça. Donc, la formation éthique devrait être axée sur la préparation à assumer ce rôle. Et donc, la troisième conception d'une formation en éthique, c'est axé sur la professionnalisation de l'enseignement. Donc, vraiment, approche classique liée aux approches à la formation en éthique qu'on voit dans d'autres programmes de formation professionnelle comme en médecine dentaire, génie, etc. Donc, troisième grand défi, donc il y a un manque de consensus sur la base éthique du professionnalisme enseignant. Donc, ça, c'est quand on compare la situation dans les professions mieux établies, comme dans la médecine, par exemple, il y a énormément de livres qui ont été publiés sur l'éthique professionnelle. Il y a ce consensus autour des 4 valeurs de l'éthique biomédicale: justice, malfaisance, autonomie, bienveillance. Donc, en enseignement, l'enseignement, le discours autour de l'éthique
la formation à l'éthique en enseignement, c'est vraiment caractérisé par un grand éclatement, un manque de consensus sur ce qu'on devrait enseigner, les sources effectivement d'une telle formation. Donc, c'est ça. Donc, juste en passant, je mentionnerai qu'encore une fois, avec Marina Schwimmer, à peu près à la même époque, on a fait une analyse des codes d'éthique professionnelle pour les enseignants dans le but, effectivement, de voir si, en faisant une analyse des codes, on pouvait identifier une noyau dur ou un noyau dur d'obligations qui revenait dans les codes d'éthique, et aussi si on pouvait identifier un ensemble de valeurs qui étaient communs à travers ces 13 codes d'éthique qu'on a étudiés. Donc, je vois qu'il me reste environ 5 à 10 minutes. Je pense que ça va être suffisant pour aller jusqu'à la fin de ce que j'ai préparé pour vous cet après-midi. Donc, là, je vais parler brièvement des 4 tendances actuelles en lien avec la pédagogie de l'éthique pour les enseignants. Premièrement, l'approche de la justice sociale. Je l'ai déjà mentionné. Et là, en lien avec chacune de ces conceptions, je vais présenter des forces et certaines faiblesses. Donc, l'approche de la justice sociale, encore une fois, ça vise à conscientiser les étudiants aux enjeux en lien avec la justice sociale, notamment comment l'école peut s'adresser à certains de ces défis, mais aussi le rôle que l'école peut jouer en reproduisant certaines formes d'injustice sociale. Donc, la force de cette approche, c'est que c'est un apport essentiel à la socialisation professionnelle, notamment en lien avec la valeur de la justice, et c'est vraiment dans l'air du temps. Les faiblesses sont que l'approche a tendance à négliger d'autres valeurs professionnelles comme la bienveillance, l'intégrité, le service public, identifiées justement dans l'étude que j'ai faite avec Marina et ailleurs dans les écrits scientifiques. Cette approche est souvent critiquée. Ça change beaucoup maintenant, mais il y a cette critique classique publiée en 2015 par Hitton, que l'approche de la justice sociale a tendance à être trop axée sur les enjeux macro, soit de société, au détriment des enjeux micro, donc des enjeux de justice sociale qui se trouvent dans la pratique, dans les interactions entre les élèves et les enseignants. L'approche a aussi, l'une de ses faiblesses, a tendance à ignorer le cadre réglementaire. Et selon les études par Helen Boone et Elizabeth Campbell, donc 2 éthiciennes spécialisées en éthique professionnelle pour les enseignants, ils ont effectivement effectué le même type d'études, entrevues avec des étudiants. Selon le résultat, l'approche de la justice sociale était perçue par les étudiants en formation comme motivée par l'idéologie, ou il voyait comme un peu comme le bourrage de crâne. Deuxième approche basée sur l'étude de cas et de dilemmes. Référence classique ici, Levinson et Fay, 2 universitaires de Harvard aux États-Unis. Donc, l'une des plus grandes forces de cette approche met de l'avant les raisonnements éthiques et la pensée critique. Donc, vous vous souviendrez que ça, c'était l'une des visées priorisées par les participants de notre sondage. Et une autre force, c'est le fait que l'analyse des dilemmes, l'étude de cas a tendance à sensibiliser les étudiants aux enjeux éthiques à l'école. En termes de faiblesse, donc, il s'agit d'une approche casuistique, et cette approche a été critiquée depuis longtemps pour être perçue comme artificielle ou subjectiviste. Donc, lorsqu'on met trop d'emphase sur l'analyse des études de cas ou de dilemmes, les étudiants ont souvent l'impression qu'il n'y a pas vraiment de bonne réponse. C'est comme un jeu intellectuel. Le cadre réglementaire
Donc, ça mène à une sorte de scepticisme qui n'est pas nécessairement souhaité dans une formation en éthique professionnelle. Donc, une autre faiblesse, c'est le cadre réglementaire est vu comme étant un enjeu secondaire. C'est l'un des facteurs qu'il faut prendre en compte sans s'offrir une sorte de formation directe sur le cadre réglementaire, les codes d'éthique, les lois, etc. Et là, cette approche est souvent critiquée pour être trop axée sur la micro cette fois-ci, donc ce qui se passe en pratique au détriment du macro. Pardon, j'en ai manqué un. Donc, troisième approche, donc, basée sur les enjeux contemporains. Donc, on peut prendre comme exemple pour les symboles religieux par les enseignants. Bruce, s'il te Oui, permet, oui, j'attire ton attention qu'il te reste à peu près 5-6 minutes là. c'est bon, c'est bon. Je vais pouvoir arriver jusqu'au bout dans ce temps. OK, donc c'est ça. Donc, analyse des enjeux contemporains comme le choix parental en matière d'éducation, les visées démocratiques de l'école publique, etc. Donc, référence, une source, c'est un livre que j'ai publié avec des collègues en 2015 qui aborde une sélection de ces enjeux pour les enseignants canadiens. Donc, la force, ça vise la sensibilisation éthique et le raisonnement éthique de façon authentique, comme l'approche par dilemme ou étude de cas. Et c'est aussi perçu par les enseignants, par les étudiants comme étant pertinente à leur rôle professionnel. Et les faiblesses, cette fois-ci, encore une fois, comme l'approche par cas ou dilemme, le cadre réglementaire est secondaire, vu comme un aspect du contexte, et tendance à être axé cette fois-ci sur le macro au détriment du micro. Finalement, donc, le modèle professionnalisant. Donc, je l'ai déjà mentionné, donc, il y en a devant nous ici, là, le modèle qui est le plus proche à la type de formation offerte aux professionnels dans les professions les mieux établies, classiques, droit, médecine dentaire, génie. Donc, c'est une approche déontologique. Donc, on met de l'avant les attentes professionnelles en forme de contenu de code. Donc, le cadre réglementaire est clair et explicite. Cette approche interpelle les étudiants comme étant futurs professionnels. Donc, c'est vraiment axé sur la socialisation et l'application du cadre aux problèmes choisis sensibilise les étudiants tout en faisant la promotion du raisonnement éthique. Les faiblesses de cette approche, donc, souvent les étudiants le perçoivent comme étant une approche qui offre des réponses clés en main, ce qui est une erreur, évidemment, là, mais c'est une impression facile qu'on peut avoir comme étudiant. Là, tout ce qu'il faut savoir, c'est le contenu du code. On n'a pas besoin d'exercer son raisonnement professionnel. Mais c'est ça. Donc, deuxième faiblesse, c'est que le raisonnement est vu comme étant un jeu secondaire parce qu'on met l'emphase sur ce qu'il faut savoir et non sur le raisonnement, la réflexion. Et l'approche est souvent critiquée pour être trop axée sur la micro, donc pratique au détriment du macro. Voilà. Donc, maintenant, là, en terminant, donc, je vais présenter quelques notions en lien avec la comparaison entre la compétence éthique du référentiel 2001 et le nouveau référentiel. Un premier commentaire sur l'énoncé général de la compétence. Je vais, les formules sont là sur la diapositive, mais en termes de mes observations, la nouvelle formule désubjectivise l'éthique enseignante. Donc, dans la formulation initiale, donc on parle
agir de façon éthique et responsable dans l'exercice de ces fonctions. Donc, c'est très large, c'est relativement vague, tandis que la formule de 2020 donc, mentionne explicitement qu'il y a des principes éthiques de la profession, il faut agir en accord avec ceci. Donc, la formule, l'énoncé général positionne donc l'enseignant comme professionnel et, à mon avis, prône le modèle professionnalisation de la formation éthique. Je peux continuer, Maurice? Je suis. Ouais, deux petites minutes si on va avoir le temps de prendre des questions. OK. Donc, les deux formules n'empiètent pas sur l'article 22 de la LIP, donc, qui énonce les devoirs principaux des enseignants. Ils reconnaissent l'importance de maîtriser le cadre réglementaire et incluent la nécessité de prendre connaissance des enjeux éthiques. Donc, les deux formules prennent en compte le contexte micro et macro. À mon avis, les améliorations dans la version de 2020, c'est que la formulation des compétences est plus précise et spécifique, comme je l'ai déjà mentionné, et ça s'approche d'un mini-code de déontologie. Donc, on mentionne des devoirs principaux comme respecter le secret professionnel, respect envers les collègues, les élèves, respect la hiérarchie au travail, entre autres. Différence marquée, la nouvelle formule met l'emphase sur les enjeux EDI. Et ce qui est perdu dans cette nouvelle version, donc, c'est la nécessité de mettre en place un fonctionnement démocratique dans sa classe et la justification, donc, de compétences avec la justification de ses choix professionnels. Mais j'imagine, je n'ai pas vérifié, mais j'imagine que ça revient plus tard ou ailleurs dans la nouvelle compétence. En terminant rapidement, quelques pistes pédagogiques, si tu me le permets, Maurice. Oui, vas-y. Une petite minute. Okay. C'est gros si on va avoir le temps là, de prendre des questions. Oui, je comprends. OK, donc je vais peut-être m'arrêter là. Les gens peuvent jeter un coup d'œil à ces diapositives et j'espère que pendant la discussion, je vais pouvoir revenir sur ces notions. Je précise aux participants que le PowerPoint de Bruce va être disponible sur le site du CRIFPE dans la section des webinaires. Et le webinaire lui-même est enregistré. Donc, merci beaucoup, Bruce, d'avoir fait le survol des enjeux, des dilemmes et des difficultés et des prises de position de la fois internationale, canadienne et québécoise sur l'éthique. Donc, on va commencer par prendre un certain nombre de questions, là, et si au besoin, tu pourras revenir sur les pistes pédagogiques, etc. Là. Bon, une question vraiment très générale, d'abord, là, pourquoi le scepticisme ne serait pas souhaitable dans le cadre d'une formation en éthique professionnelle? OK. Quand j'ai utilisé le mot sceptique ou scepticisme, je parlais d'un contexte assez particulier. Et là, ou d'un phénomène assez particulier, c'est au terme d'une formation en éthique, les étudiants ont l'impression que l'éthique d'une profession ou le cadre éthique d'une profession ne représente pas un ensemble d'attentes, mais que l'éthique professionnelle, c'est plutôt un jeu intellectuel. Okay? Donc, l'éthique se résume par, il y a des dilemmes en pratique, il faut face aux dilemmes, et dépendant de la perspective éthique qu'on adopte, déontologisme, conséquentialisme, ça détermine la réponse. Donc, autrement dit, il n'y a pas vraiment de réponse, et les étudiants finissent par être sceptiques par rapport aux attentes professionnelles. Donc, il y a une sorte de manque de clarté, une sorte de perception que l'éthique professionnelle, ce n'est qu'une question très professionnelle. Et moi, je pense que c'est une mauvaise impression. Pourquoi? Parce qu'il y a dans toutes les professions, incluant l'enseignement, il y a des attentes, il y a un cadre réglementaire, il y a un cadre d'éthique que les enseignants ou les professionnels doivent respecter de caractère public, qu'ils doivent le connaître. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci. Une autre question là. Pouvez-vous nous parler des exigences du programme? J'imagine que c'est le programme de formation des enseignants et des enseignantes. Là. Ces exigences représentent-elles des contraintes qui mettent l'enseignant ou l'enseignante en soumission à un environnement de travail de plus en plus difficile?
OK, je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Ben, la question, c'est dans le fond, c'est la formation des exigences du programme ou c'est peut-être le programme scolaire, là, c'est pas clair, là, pour c'est madame ou monsieur Belachi qui pose la question, représente-t-elle des Mhm. contraintes qui mettent OK, l'enseignant en soumission ou soumis à un environnement de OK, travail de plus en plus difficile? OK. Mais là, je pourrais dire là, en réponse à cette question que l'une des que dans la piste pédagogique que j'ai mentionnée, hein, que j'ai suggéré qu'il faut. Mais vous avez vu qu'il y avait critique, dépendant de l'approche, que l'approche était trop axée sur le micro ou le macro. Là, je pense que là, c'est justifié par le contenu de la nouvelle formule de la compétence 13, euh, mettre l'emphase sur les deux. Donc, aborder les questions macro, aborder les questions micro. Et là, j'inclurai dans la catégorie d'enjeux éthiques ou d'enjeux micro-éthiques, donc de pratique, par opposition à la société, c'est justement la difficulté éthique, parfois, voire morale, que vivent les enseignants à négocier ces attentes qui sont de plus en plus lourdes. Okay? Donc, on peut, encore une fois, là, je pense que en réponse à la question, je pense qu'une façon d'aborder ce questionnement dans une formation à l'éthique, c'est de le présenter comme un enjeu éthique de type micro. Et il y a des écrits, des formidables écrits par Deborah Santoro, entre autres, sur la démoralisation des enseignants, qui serait pour moi une source excellente à cette fin. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Valérie Vincent, comment trouver une voie pédagogique en formation des enseignants entre les forces et les faiblesses de chaque programme présenté? Donc, ce que tu as présenté, dans le fond, les différentes approches là, avec leurs forces et leurs faiblesses. Est-ce Mhm, qu'une voie de mhm, formation qui permet de trouver, dans le fond, mhm, surmonter, dans le fond, les dilemmes que peuvent reposer, que peuvent mhm, découler de mhm. ces différentes approches que tu as présentées? OK. Moi j'ai tendance à prioriser la dernière approche que j'ai présentée, donc l'approche professionnalisante, dans la mesure où donc, cette approche a la force de mettre l'emphase, comme je l'ai dit, sur la déontologie, donc la nécessité de comprendre, de maîtriser le cadre réglementaire, la déontologie, donc les attentes professionnelles imposées par la société, par la profession aux praticiens, mais qui donne, si c'est mené de façon créative et compréhensive, on peut créer des espaces au sein d'une telle formation pour aborder les enjeux contemporains, les dilemmes, euh, les études de cas. Et c'est exactement ça que j'essaie de faire dans mes cours sur l'éthique professionnelle. Donc, le noyau dur d'une telle formation, à mon avis, doit être l'approche professionnalisante, mais il faut puiser surtout dans les forces des autres approches qui existent dans le domaine. OK. Moi, j'aurais. Attendez, je vois, c'est d'autres questions qui viennent aussi. Bon, Animalo. Attendez. Y a-t-il des études et des pistes à propos du développement de la compétence éthique des étudiants en formation à l'enseignement? Autrement dit, par quel aspect commencer? Comment les accompagner à développer graduellement leurs compétences éthiques sur les 4 années de la formation? Mhm, mhm. Mais là, s'il n'y a pas de cours consacrés à l'éthique dans le programme, donc idéalement, ça prendrait la consultation entre les formateurs. Donc, une approche, parfois, ce qu'on appelle une approche programme. Mais là, c'est quand même une question vaste qu'elle me pose. Et là, je ne sais pas si je peux donner une réponse satisfaisante à la question là, dans une ou 2 minutes, mais je pense que je dirais que, en fait, au lieu d'essayer de répondre directement à la question, je souleverai deux enjeux. Okay? Un enjeu, c'est l'emplacement de formation à l'éthique
dans un programme de formation, au début ou à la fin. Donc, il y a des arguments pour et contre l'emplacement d'une telle formation, soit au début, soit à la fin. Il y a aussi un autre enjeu, c'est d'assurer une certaine cohérence entre les messages envoyés sur la formation en éthique lors des stages et les messages envoyés sur l'éthique professionnelle dans les cours. Et donc là, à mon avis, là, c'est le travail probablement le plus important. Parce que là, ce n'est pas unique à l'éthique, évidemment. C'est un défi de la formation en enseignement à tous les égards, à tous les niveaux. Donc, il y a déjà un clash de culture qui existe entre la culture de formation universitaire et la formation qui se fait dans les écoles. Donc, il fait avec l'éthique comme en lien avec d'autres aspects de la formation, il faut faire son possible pour faire en sorte que les messages soient conséquents en stage et dans les cours. Donc, encore une fois, ça prend un travail de concertation. Il n'y a pas d'autre solution, il me semble. Bruce, une autre question. À quel point la formation à l'éthique risque-t-elle de tomber dans une approche normative ou prescriptive en faveur de l'idéologie dominante, donc de minimiser de plus en plus le rôle des enseignants? Moi, je voudrais avoir un peu de précision concernant le dernier élément de la question. Donc, concernant le rôle. Dans quelle mesure la formation à l'éthique risque-t-elle de tomber dans une approche normative ou prescriptive en faveur de l'idéologie dominante, donc, dans ce cadre-là, de minimiser de plus en plus le rôle des enseignants? Okay, de minimiser, donc j'imagine que ça veut dire de minimiser l'exercice de jugement professionnel. C'est substitué au jugement et à l'éthique professionnelle, dans le fond, des prescriptions normatives. OK, c'est ça, je comprends. OK, donc c'est une critique qu'on entend souvent là, sur une formation en éthique axée sur la déontologie. Là, ma réponse à cette critique, c'est que elle a tendance à être, comment je vais dire ça, basée sur une conception assez controversée à mon idée, ou à mon avis, ou incomplète de l'autonomie professionnelle. Une conception très individualiste de l'autonomie professionnelle. Là, ce n'est pas la seule façon de concevoir l'autonomie professionnelle. Il y a aussi un sens collectiviste à cette notion. Et s'il y a de quoi, dans les professions, c'est la forme d'autonomie professionnelle qu'il faut prioriser. Où je m'en vais avec ça? Si on prescrit un certain, des normes ou des devoirs dans le cadre d'une formation professionnelle, que ce soit en enseignement ou dans une autre profession, ça n'empiète pas nécessairement sur l'autonomie professionnelle, de l'autonomie professionnelle, dans la mesure où les devoirs, les normes imposées ont un caractère collectif, n'est-ce pas? Donc, autrement dit, lorsqu'on se plie à des exigences, des normes qui sont collectives, on le fait par un esprit coopératif en quelque sorte. Okay? On est comme membre d'une collectivité qui s'entendent, qui se donnent eux-mêmes des normes de pratique professionnelle. J'espère avoir répondu à la question. Merci. Moi, j'aurais une petite question aussi. Il y en a deux autres après. Là, tu peux faire des réponses assez rapides. Là. Moi, je trouve qu'un des grands enjeux de l'éthique professionnelle des enseignants, c'est qu'elle n'est jamais définie par les enseignants ou les enseignantes eux-mêmes. Elle est toujours définie par des profs d'université, des responsables du ministère, etc.
dans quelle mesure cette situation-là, dans le fond, n'est pas un phénomène d'aliénation des enseignants eux-mêmes. C'est-à-dire, dans le fond, c'est pas comme si on disait les enseignants n'ont pas la capacité eux-mêmes de définir ce que devrait être l'éthique de leur métier ou de leur profession. Ça soulève un enjeu éthique en soi. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Mais là, probablement la source la plus importante de cet enjeu, de cette problématique, c'est le fait qu'il n'y a pas d'ordre professionnel des enseignants presque nulle part, n'est-ce pas? Donc, lorsqu'il y a un ordre professionnel, c'est assez clair d'où vient ce cadre. Hein? Ça vient de l'ordre, c'est la ressource de base, c'est le code de déontologie. En enseignement, il existe des codes de déontologie, okay? Partout au Canada, partout aux États-Unis aussi. Et ces codes sont utilisés dans le traitement des plaintes ou d'accusations de fautes professionnelles. Je reviens rapidement là au résultat du sondage. Donc, lorsqu'on a posé les questions aux formateurs, est-ce qu'il existe un code de déontologie dans votre juridiction? OK? Presque 90% des formateurs aux États-Unis et au Canada ont répondu négativement à la question. OK? Le fait, c'est que dans 100% de ces juridictions, la seule exception, c'est le Québec, il y avait un code de déontologie. OK? Donc, les formateurs eux-mêmes ne savaient pas qu'il existait un code de déontologie. C'est des codes imposés par le ministère de l'Éducation, là? Non. Au Canada, c'est soit l'association des enseignants ou le syndicat, typiquement, ou la fédération des enseignants. C'est jamais le ministère de l'Éducation. Donc, et encore une fois, je me souviens très bien, c'est le cas de Lyndon Dorval, enseignant en Alberta, qui a été accusé de non-respect de l'hierarchie dans son lieu de travail. Donc, il a fait face à un comité disciplinaire il a appris pour la première fois de sa carrière, il avait 25 ans d'expérience sous la cravate, qu'il existait un code d'éthique. Okay? Pour moi, c'est une situation déplorable. Ça ne devrait pas arriver nulle part. Donc, d'où l'importance là de s'assurer. Donc, pour moi, c'est un devoir envers nos étudiants de s'assurer à ce qu'ils soient informés, ils ont une connaissance des attentes auxquelles ils vont être tenus de respecter dans la formation initiale professionnelle. Une autre question, Bruce. Oui. Est-ce que le pragmatisme permettrait ou permet de minimiser les effets négatifs de chacune des 4 approches que tu as présentées tantôt? Le pragmatisme. C'est une grande question. Oui, c'est ça, je sais. Il y a bien des sortes de pragmatisme. Oui, c'est ça. Donc, je ne sais pas si je peux répondre à la question, sauf pour dire que il y a un élément de pragmatisme dans chacune de ces approches, bien entendu. Mais ça, encore une fois, ça devient comment on définit le pragmatisme. Et je pense qu'on n'a pas le temps de se lancer dans un grand débat philosophique sur la question. Oui, parce que le pragmatisme a une bonne histoire. Il y a beaucoup de variations aussi, mais il faudrait peut-être aller voir pour la personne qui pose la question, ce lin ou ces lins. Il faudrait peut-être regarder du côté d'Habermas, qui a repris les tendances pragmatiques ou pragmatistes dans sa philosophie morale. Une autre question. Est-ce que l'éthique est une compétence qui peut vraiment être acquise? Oui. Encore une fois, ça dépend comment on la définit, mais il y a la compétence éthique. Un aspect de la compétence éthique, c'est une connaissance du cadre réglementaire. Il n'y a pas de doute qu'on peut apprendre des faits. La question plus difficile, peut-être, c'est si on peut apprendre, si on peut acquérir des aspects de la compétence plus en lien avec le jugement moral, la sensibilité morale ou éthique, les compétences en lien avec l'exécution
des décisions prises par rapport aux choix éthiques. Et là, il y a beaucoup de recherches qui est effectuées par les chercheurs notamment américains et allemands depuis les années 80 qui montrent très clairement que oui, effectivement, on peut augmenter sa sensibilité éthique, on peut améliorer sa capacité de raisonnement éthique et ces points de repère développementaux sont mesurables. C'est tout à fait possible. Mais juste pour prolonger cette question-là, parce qu'il y a plus d'autres questions qui sont apparues, là. Il y a beaucoup de travaux actuellement, notamment en éthologie animale. Je ne sais pas si tu connais un scientifique qui s'appelle Franz de Waal, qui tend à montrer que l'éthique, telle qu'on la conçoit, aurait des fondements naturels. Par exemple, chez les animaux apparentés, par exemple nos cousins des chimpanzés, des bonobos, etc., il y a clairement dans les interactions entre les membres d'un groupe des phénomènes de comportement qui suggèrent qu'ils ont un sentiment de justice et d'injustice. Par exemple, le partage de la nourriture entre eux. Parce que la question suggère que si la compétence éthique n'est pas acquise, elle serait peut-être innée aussi. Là. Jean-Jacques Rousseau pensait ça. L'homme naît naturellement bon et c'est la société qui le corrompt. Là. Donc, pensez que l'éthique a aussi un fondement naturel ou c'est juste une Absolument. sociale? Il y a plus de doute sur ça aujourd'hui. C'est consensuel dans le domaine de la psychologie évolutionniste. Tout le monde est d'accord qu'il y a un fondement naturel à l'éthique. C'est les questions en termes de formation à l'éthique ou le développement éthique, c'est plus comment ces tendances naturelles qu'on a associées à l'éthique se manifestent dans différents contextes. Par exemple, en ce qui concerne l'empathie, oui, c'est ça, il y a une tendance naturelle à être empathique, mais on sait que c'est plus facile d'être empathique envers ceux qui sont proches de nous, qui nous ressemblent, mais dans une société de plus en plus diverse ou dans un contexte professionnel, on doit apprendre à étendre cette empathie de manière moins naturelle, n'est-ce pas, dans le but de rencontrer certaines exigences contextuelles, comme dans une société diverse, ou dans un contexte professionnel où on doit, par exemple, faire preuve d'empathie envers quelqu'un, comme un élève ou un collègue, qui ne ressemble pas du tout à nous, n'est-ce pas? Donc, ça représente des obstacles à la manifestation naturelle de l'empathie, mais il faut et on peut apprendre à surmonter ces obstacles. Je parlais tantôt, donc il n'y a pas d'autres questions, mais je vais en poser une dernière parce qu'il reste 2-3 minutes là. Tu parlais tantôt du boom de l'éthique dans les institutions universitaires. C'est vrai, moi j'ai vécu ce boom-là. J'ai commencé ma carrière à la fin des années 80, début des années 90. Mais moi, ma perception, c'est que ce boom-là, c'est surtout la mise en place d'une éthique instrumentale de contrôle des professeurs. Tu n'as pas cette perception-là, toi, quand tu remplis des feuilles pour répondre au comité d'éthique de l'Université de Montréal? OK, mais là, l'éthique de recherche, là, c'est toute une autre histoire. Non, mais c'est aussi le boom éthique, là. Le boom éthique, oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais là, tout à fait. Mais quand je parlais de boom éthique, puis pour les fins de la présentation, je parlais de la formation en matière d'éthique pour soit les futurs professionnels ou pour d'autres catégories d'étudiants. Et là, au début, à l'époque, c'était très axé sur les modèles de raisonnement éthique. Donc, on essaie de développer des formules qu'on peut facilement appliquer pour trouver une solution au dilemme. C'était axé sur les cas, notamment des dilemmes. Et là, ça a beaucoup évolué depuis. Là, maintenant, on est, je dirais, dans les champs les plus développés, c'est toujours la médecine. On est dans un cadre déontologique, je dirais, plutôt que... Bon, il y a deux bonnes questions. Là, on va finir sur ces deux questions-là ici. Là. Dans le référentiel de compétences, la compétence éthique a été identifiée comme une compétence transversale.
N'aurait-il pas été Mhm. plus intéressant que celle-ci soit plutôt nommée comme une compétence fondatrice? Hmm. Je sais pas, je pense que Maurice, là, t'es mieux placé pour répondre à cette question que moi, là. Non, mais je t'invite, là. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ouais, ça aurait pu être placé comme une compétence fondatrice, mais on considérait que les deux compétences fondatrices, c'est d'abord la langue et la culture, Mhm, et qu'il existe aussi des compétences qu'on retrouve dans l'ensemble des champs. Par exemple, les relations élèves, les relations parents, les relations. Dans ce sens-là, comme mhm, fondatrice, il faut peut-être le prendre avec un, entre guillemets, là, parce que c'est sûr aussi que l'éthique en éducation fait mhm, partie de la culture et elle est liée aussi à l'expression langagière. Hein, mhm, mhm, parce mhm, qu'un être qui ne parlerait pas aurait des difficultés à avoir une compétence éthique là. mhm. La question, Et il y a c'est une bonne ça, question ici de OK. Denis Simard aussi. Attendez une minute que je la retrouve là. Quelle est la place d'une jurisprudence individuelle dans l'éthique professionnalisante? Mhm, mhm. OK. Donc, jurisprudence individuelle. Encore une fois, je ne suis pas certain du sens de la question, mais je vais Ben, y je pense que ça répondre en renvoie disant, ça renvoie au jugement des individus, à leur capacité de se donner eux-mêmes des normes et vont éventuellement de les suivre et ah, aussi de les évaluer, de les mettre en discussion. mhm, Donc, ça mhm, rejoint un peu ce que tu soulignais tantôt là, sur le jugement. mhm, mhm. Mais encore une fois, moi, je ne vois pas de tension entre le jugement individuel et un cadre éthique partagé. Le jugement individuel rentre en jeu lorsqu'il y a un cas de conflit, un conflit, un questionnement sur ce qu'il faut faire. Et là, dès qu'on fait face à une telle situation, le cadre réglementaire est peu aidant parce que là, par définition, le cadre réglementaire donne des réponses contradictoires. Et c'est là où il faut absolument exercer son jugement individuel. Et là, c'est pour ça que je préfère voir le jugement individuel, le cadre réglementaire ou éthique comme étant complémentaires et pas du tout en opposition l'une avec l'autre. Les deux vont ensemble. De toute façon, je pense qu'il faut bien dire aussi que les jugements individuels sont aussi des catégories sociales là. Mhm. Porter un jugement sur telle chose, tel comportement, tel phénomène, telle activité, c'est Oui. aussi forcément se référer à des normes qui sont partagées par un collectif dans lequel prennent sens ces jugements individuels-là. Mhm, mhm, Sinon, ce serait, comme dirait Wittgenstein, une pensée privée qui n'existe pas. Écoutez, mhm. on a déjà dépassé notre temps de 2 minutes 30 secondes. Je remercie sincèrement mon collègue Bruce Maxwell. Je remercie aussi tous les participants et participantes, et notamment toutes les personnes qui ont bien accepté de poser des questions qui étaient extrêmement intéressantes. Je répète que la conférence de Bruce et le PowerPoint va se retrouver dans les prochains jours là, sur le site du CRIFPE. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée, où que vous soyez au Québec ou ailleurs. Bonne journée, merci d'avoir participé.